Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la BYD Dolphin Surf. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscoot 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. La BYD Dolphin Surf, elle débarque aujourd'hui chez nous, mais elle existe depuis un certain temps déjà sous le nom de BYD Seagull en Chine, son pays d'origine, là où elle rencontre un vrai succès. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en prendre le volant lors d'un événement organisé à Bruxelles en mai dernier, une première prise en main qui m'avait laissé une très bonne première impression. Sur son chemin dans le segment des citadines accessibles, elle va trouver entre autres la Dacia Spring, également la Citroën IC3, le Hyundai Inster évidemment, la Renault 5 ou encore la Leapmotor T03, toutes ou presque disposant de sérieux atouts. Alors comment va-t-elle faire pour sortir du lot? Quels sont les arguments, les qualités, mais également les défauts de cette sympathique BYD Dolphin Surf? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les informations techniques et mon ressenti après une semaine au volant, c'est dès maintenant dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ou plutôt les prochaines, ce sera la semaine prochaine. Durant les prochains jours, je testerai non pas une, mais deux voitures. Enfin, voitures, pas tout à fait. Pour la première, c'est bien le cas, ce sera la Mercedes CLA, voiture que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter en faisant un petit tour d'ailleurs à son volant. C'était depuis le Danemark, Copenhague, il y a quelques mois maintenant, un essai qui m'avait là aussi laissé une première bonne impression. Eh bien, est-ce que ça va se confirmer dans mes trajets du quotidien durant une semaine? La réponse dans quelques jours, avec le grand essai électrisant dans une bonne semaine à peu près. Et puis, deuxième véhicule qui n'est pas une voiture, non, c'est le Mobilize Duo de chez Renault. On se souvient du Renault Twizy qui avait rencontré un certain succès, qui était peut-être arrivé un peu tôt sur le marché d'ailleurs. Eh bien, maintenant, le marché est certainement davantage mature pour ce type de mobilité. Eh bien, le Mobilize Duo, j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Alors pas dans mes trajets du quotidien, dans un type de trajet bien spécifique, des trajets davantage de proximité par rapport à la Mercedes que j'utiliserai elle, eh bien pour aller au travail. Bref, deux essais dans des styles très différents à découvrir dans les prochains jours sur Charging Station. D'autres essais arrivent durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure avec la liste complète. Il y a une nouveauté dans la liste, un modèle que vous attendez avec impatience et qui est maintenant confirmé. Vous verrez lequel tout à l'heure. Du point de vue de sa ligne, cette BYD Dolphin Surf, elle est moins petite qu'elle en a l'air et elle adopte résolument une allure sportive, certainement avec cette couleur qui est la couleur sans supplément. Bien vu BYD, il y a d'autres couleurs disponibles, le blanc, le noir et le bleu, mais ce sera avec supplément. Et puis ce qui participe évidemment à l'allure sportive, c'est ça, ce béquet ici en partie supérieure qui prolonge le toit et qui vient apporter une petite touche de sportivité tout en améliorant les qualités aérodynamiques de la voiture. On remarque aussi une face avant plutôt agressive, soulignée par un éclairage de jour au design soigné. Pour vous donner une idée, 3,99 m, 3,99 m, c'est 29 cm de plus que la Dacia Spring, 7 cm de plus qu'une Renault 5, mais 2 cm seulement de moins qu'une Citroën IC3. Les jantes, ce sera du 15 pouces en finition d'entrée de gamme active et du 16 pouces sur les deux finitions supérieures Boost et Confort. Cette voiture d'essai est une finition supérieure Confort. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment vous la trouvez, cette BYD Dolphin Surf? Est-ce qu'elle vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot, il entraîne les roues avant. On va retrouver le système de transmission 8 en 1 de BYD. Cette voiture est donc une traction. Alors ce système, il comprend le moteur d'entraînement de type synchrone à aimant permanent, le réducteur, le chargeur, le convertisseur de courant continu, le boîtier de distribution d'énergie haute tension, le contrôleur de gestion de la batterie, l'unité de commande du véhicule et le contrôleur du moteur. Ouf! Deux puissances sont proposées, 65 kW, soit 88 chevaux sur les deux premiers niveaux de finition, et 115 kW, soit 156 chevaux sur la finition supérieure. Le poids de la BYD Dolphin Surf, il est raisonnable évidemment pour une voiture électrique, comptez entre 1300 et 1400 kg selon les versions et finitions. Concernant la charge tractable, eh bien là c'est zéro puisqu'il n'est pas possible de tracter une remorque ou quoi que ce soit d'autre avec cette petite citadine électrique.
Sous le plancher, entre les 4 roues, la batterie Blade de BYD, une technologie maintes fois récompensée notamment pour son excellente résistance au percement. La chimie, c'est du LFP, lithium, fer, phosphate, et 2 capacités sont disponibles, 30 kWh brut en entrée de gamme et 43,2 kWh brut sur les 2 versions supérieures. La version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est bien sûr la version intermédiaire Boost, puisqu'elle est équipée de la batterie la plus grosse, mais du moteur le moins puissant. Autonomie revendiquée, 322 km. Avec cette version haut de gamme confort, essayée cette semaine, eh bien ce sera 12 km de moins, soit 310 km. Tout ça, bien sûr, c'est la théorie et dans la pratique. Est-ce qu'il est envisageable de prendre l'autoroute avec cette voiture pour partir en week-end, par exemple? Eh bien, la réponse tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie, ça se passe très logiquement ici à l'avant du côté droit. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, à l'intérieur, le système 8 en 1 de BYD, eh bien, il comprend le chargeur. Le chargeur se trouve donc juste ici. Autrement dit, en plaçant la trappe ici, on a un câble qui est beaucoup plus court que si on avait mis la trappe à l'arrière, ceci expliquant cela. Alors, si j'ouvre la trappe, je constate la présence des 2 connecteurs habituels. Malheureusement, celui du quotidien qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est le connecteur de type 2. Eh bien, il y a un petit cache qu'il faut retirer pour y avoir accès, alors que certains proposent une trappe étanche sans pour autant avoir besoin d'un petit cache sur le connecteur de type 2. Voilà, une petite manipulation supplémentaire, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que quand on ne l'a pas, c'est encore mieux. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est tout à fait la norme sur cette voiture. Et puis comme on a une batterie LFP, vous allez pouvoir recharger au quotidien à 100% sans risquer d'endommager la batterie, bien sûr en respectant les précautions d'usage, mais ce n'est pas qu'avec une batterie NMC où là, on doit recharger au quotidien à 80 ou 90%, toujours en respectant là aussi les précautions d'usage. Non, ici, vous avez en permanence la meilleure autonomie possible. Ensuite, on a le connecteur combo CCS en retirant le 2e petit cache, c'est-à-dire la somme des 2 connecteurs. Et là, vous pouvez recharger au superchargeur, au chargeur rapide, lorsque vous avez prévu des trajets qui vont dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, que ce soit une recharge complète, c'est-à-dire dans le cadre d'un long trajet à 80%, ou bien une recharge juste pour atteindre votre destination, retourner chez vous par exemple, ou sur votre lieu de travail. Dans ce cas-là, vous rechargez sur simplement quelques minutes pour atteindre votre destination et vous chargerez après quand vous ne serez plus dans la voiture. Dans ce cas-là, le constructeur annonce 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Est-ce que ça se confirme dans la vraie vie? Regardez. Démarrage de la recharge à 13h01 plus 30 minutes, ça nous amène à 13h31. Il est à présent 13h31 et la batterie est chargée à 79%, 79%. Il manque un petit pourcent qui va sans doute arriver dans les prochaines secondes. On peut le dire donc, cette voiture recharge bien de 10% à 80% en 30 minutes. C'est ce qui est prévu et ça se vérifie dans les faits. Notez que si on veut atteindre les 100%, eh bien là, il manque 22 minutes encore. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, et entre-temps, on a atteint les 80%. C'est la raison pour laquelle, quand vous chargez sur un chargeur rapide, eh bien, il vaut mieux vous arrêter à 80% et poursuivre votre voyage, puisqu'on a mis 30 minutes pour passer de 10 à 80 et il faudrait 22 minutes supplémentaires, donc pas très loin de la même durée, pour passer simplement de 80 à 100%. Notez enfin que la BYD Dolphin Surf propose sur toutes les finitions la recharge bidirectionnelle V2L. Vous allez donc, à partir du port de recharge, pouvoir alimenter des appareils électriques externes jusqu'à une puissance de 3,3 kW. Et ça, si vous vous en servez, si vous en avez usage évidemment, au quotidien, ça peut faire la différence par rapport aux concurrentes. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Avec les bornes de recharge Luminus, bornes de dernière génération, vous allez pouvoir profiter au meilleur prix et dans les meilleures conditions de votre nouvelle voiture électrique, certainement si vous rechargez à domicile. Alors si vous voulez découvrir l'offre proposée par Luminus en matière de recharge de voitures électriques, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est évidemment manuelle. La capacité en configuration 4 places, 308 litres et banquette rabattue, elle passe à 1037 litres. Une banquette qui est fractionnable 50-50. Alors dans cette voiture, il n'y a pas de tablette. Il y a par contre 4 anneaux aux 4 coins du coffre, un sous-coffre assez vaste pour y loger proprement 2 câbles de recharge et le kit de sécurité. À l'avant, on l'a vu, il n'y a pas de frunk. Dans la suite de cet essai, je m'installe au volant et je vous fais découvrir la planche de bord de cette BYD Dolphin Surf. Et puis on part sur la route et je vous livre mes conclusions après une semaine à son volant. Peut-on s'installer confortablement à l'arrière quand on mesure comme moi 1,90 m, 1,90 m avec la même taille installée devant, autrement dit le siège réglé
pour ma taille? Eh bien, la réponse est oui, alors certainement pas sur des très très longues distances, mais pour quelques dizaines de kilomètres, ça ira sans problème. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la tête, j'ai bien assez de place, tout va bien. Au niveau des pieds, je peux les bouger très tranquillement en dessous du siège avant sans problème. Par contre, au niveau des genoux, vous le voyez, difficile pour moi de les garder ici, à moins de les envoyer dans le dos du conducteur, ce qui n'est pas très sympathique. Je dois donc les mettre davantage comme ceci, c'est-à-dire de part et d'autre du siège avant, ce qui sur long trajet n'est pas forcément très confortable, mais c'est moins problématique finalement que de ne pas pouvoir caser les pieds, ce qui serait le cas dans une Renault 5, où c'est très compliqué à l'arrière pour moi de caser les pieds. Il n'y a pas énormément de place, c'est beaucoup mieux dans la Renault 4, mais on n'est pas sur le même budget. Donc au niveau de la tête et des pieds, ok. Au niveau des genoux, bof bof, mais ça passe pour quelques dizaines de kilomètres, évidemment. Si vous êtes moins grand que moi à l'avant et ou à l'arrière, ça ira d'autant mieux. Concernant les équipements, pas de toit ouvrant, pas de toit panoramique sur cette voiture. On a bien par contre une poignée de maintien ici à l'arrière des deux côtés et du côté passager avant. Il y a donc 3 poignées de maintien dans cette voiture. On est sur une 4 places, je vous le rappelle. Il y a pourtant un plancher plat, il n'y a pas de tunnel de transmission et donc les 2 seuls passagers arrière auront toute la place qu'ils souhaitent au niveau des pieds, d'autant plus que l'arrière de la console centrale ne recule pas de trop et propose, et ça c'est intéressant, alors pas de connectique malheureusement, il n'est pas possible de recharger un téléphone ici à l'arrière. Par contre, on a un vaste espace de rangement qui est sous l'accoudoir central avant et qui va permettre aux passagers arrière de caser pas mal de choses. Ça, je trouve ça bien vu. Sinon, on a les traditionnelles poches aumônières évidemment ici à l'arrière. Pas d'accoudoir central évidemment à l'arrière puisqu'on est sur une configuration 50-50 avec seulement 2 places. Voilà, l'impression générale, elle est plutôt bonne, notamment en termes de qualité de finition. La qualité perçue est déjà très impressionnante ici à l'arrière et je pense qu'à l'avant, ça va l'être encore plus. Pour une voiture proposée à un prix relativement contenu, cette Dolphin Surf offre pas mal d'équipements, certainement dans cette finition haut de gamme, et son intérieur est globalement très réussi, ça ne fait pas cheap, bien loin de là. Évidemment, on n'échappe pas à certains plastiques durs, mais la planche de bord, il faut le souligner, a été dessinée avec l'idée de faire globalement dans l'ergonomique, le côté accueillant, pour ne pas dire chaleureux, que n'ont pas forcément toutes les concurrentes à ce niveau de prix. Et puis les finitions sont très bonnes, ce qui, là non plus, n'est pas forcément le cas ailleurs. Bref, un bon niveau d'équipement, de l'ergonomie et de bons assemblages. On peut dire que la BYD Dolphin Surf se débrouille plutôt pas mal et a certainement une carte à jouer, certainement en matière de présentation intérieure. Quand on s'installe au volant, c'est assez clair. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description de la planche de bord à présent, on va démarrer avec la portière conducteur, bien sûr, en partie haute, la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande, le verrouillage centralisé et la sécurité enfant. En partie basse, enfin, un vide-poche et sous le tableau de bord, la commande d'ouverture du capot. À gauche du volant sur le tableau de bord, rien du tout. On aurait aimé avoir un petit rangement à cet endroit-là, ce n'est pas le cas. Le volant qui est à réglage manuel, bien sûr. À gauche, on va trouver la gestion du régulateur de vitesse adaptatif avec possibilité de définir la distance par rapport au véhicule qui précède. L'appel du menu caméra 360, de série sur cette finition haut de gamme et la possibilité de faire tourner l'écran puisqu'on est chez BYD. On va donc pouvoir faire tourner l'écran central d'infodivertissement, chose que je n'ai absolument pas faite cette semaine. Ça n'a pour moi aucun intérêt étant donné que Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent uniquement en mode horizontal. À droite, on a la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale, la gestion des commandes et fonctions audio et puis la gestion des infos affichées sur l'écran instrument. Alors vous appuyez ici, ça fait apparaître un petit menu et vous allez pouvoir naviguer entre les différents éléments de consommation ou encore de vitesse moyenne, de durée de conduite et évidemment la pression des pneus également. Ensuite, derrière le volant, les commodos, éclairage et clignotant à gauche, essuie-glace à droite, c'est du classique. Notez qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Un petit peu plus en arrière, le premier écran numérique de 7 pouces de diagonale, l'écran instrument, dont la partie centrale est donc personnalisable, on l'a vu. Pas d'affichage tête haute évidemment sur cette voiture. Ensuite, à droite, c'est l'écran d'infodivertissement qui mesure 10,1 pouces de diagonale sur toutes les finitions. On y revient dans un instant. En dessous de l'écran, à gauche, le bouton de démarrage, mais notez que cette voiture peut, si vous le souhaitez, se mettre sous et hors tension automatiquement. On en reparlera sur la route. On a ensuite une rangée de commandes avec le sélecteur de vitesse à gauche. Ensuite, les modes de conduite, éco, normal et sport. On a un mode snow également via le bouton suivant. Puis le auto hold, les feux de détresse, les fonctions de chauffage et de climatisation. Et enfin, le bouton de réglage du volume. Plus bas, les aérateurs et plus bas encore, la connectique avec une prise 12 volts, une prise USB-A et une prise USB-C.
On a également un lecteur de carte SD et notez que la prise USB-C délivre 60 watts de puissance. Vous pouvez donc y brancher votre ordinateur portable. Plus en arrière, un rangement ouvert assez vaste en partie inférieure et le support de recharge du smartphone, recharge sur la finition supérieure uniquement, idéalement placé d'ailleurs, c'est vraiment sympa. Un petit peu plus en arrière encore, les deux porte-gobelets qui sont ouverts et puis plus en arrière, eh bien un accoudoir mais qui ne s'ouvre pas puisqu'on l'a vu en dessous, il y a un vaste espace de rangement pour les deux passagers qui se trouvent à l'arrière. On va terminer avec la boîte à gants qui n'est évidemment pas recouverte de feutrine, mais cela dit, l'espace qui est disponible est plutôt correct, certainement pour une voiture de cette taille. Avant de prendre la route et de vous livrer mes impressions, après une semaine au volant, un petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Alors on a ici l'écran par défaut avec l'heure, avec la commande vocale, ici la radio, ici à droite tout ce qui est connectique et même l'inclinaison de la voiture, et ici à gauche, eh bien notamment l'heure une nouvelle fois, alors qu'on l'a déjà ici, ça n'est pas très cohérent. Et ici en partie supérieure, eh bien un menu dans lequel on va pouvoir insérer pas mal de choses, et notamment si on veut supprimer certains bips durant la conduite, ça va être très très utile. Je vous en reparlerai sur la route. On a des widgets ici en dessous pour la navigation, Spotify ou encore la radio en DAB+, widgets qu'on peut personnaliser. Si je fais ceci par exemple, eh bien voilà, j'ai accès à d'autres widgets. Je vais pouvoir les déplacer et les installer comme je le souhaite, histoire de me concocter mon propre tableau de bord, celui qui me correspond en fonction de mes usages. Si je vais à droite, un petit balayage et j'obtiens d'autres icônes, d'autres fonctions. Alors par exemple, l'assistant BYD, le téléphone à navigation, Spotify, Android Auto et Apple CarPlay, des appareils connectés, alors l'imagerie du véhicule. Bon, malheureusement, on n'échappe pas à des traductions un petit peu aléatoires sur cette voiture également. L'imagerie du véhicule, c'est tout simplement la caméra 360. J'y reviens dans un instant. Des thèmes, les outils pratiques, album, paramètres, et on a encore une petite page supplémentaire ici avec 2-3 autres icônes et donc menus. Voilà, je peux revenir. Vous voyez, c'est très fluide, c'est très réactif et c'est globalement bien organisé. On ne se perd pas dans ces menus. En partie inférieure, on a toujours accessible la touche retour, la touche maison qui vous emmène donc ici des réglages de chauffage. Alors très bizarrement, on n'a pas un réglage de température. On peut pas demander 18, 20, 22, etc. Non, on a tout simplement, et je vais l'allumer, voilà, une petite réglette qu'on va faire monter et descendre. C'est pas la formule idéale, climatisation manuelle donc, que vous allez pouvoir régler via ce menu. On a également le chauffage des sièges ici, paramètres ici. Alors ici, le menu paramètres directement. On est notamment ici sur véhicule, on a énergie, lumière, etc. Les ADAS, système, etc., etc. Le téléphone, également ici, la source audio, et une nouvelle fois ici, eh bien, je peux appuyer longuement et personnaliser certaines des icônes, vous le voyez, les remplacer par d'autres, etc. en fonction de mon usage personnel. Complété, voilà. Ici, la puissance de la soufflerie. Ici, on peut avoir l'écran partagé. Pour ça, il faut être sur, évidemment, une application qui le permet. On peut, par exemple, ici, avoir à gauche la navigation et à droite Spotify, si on le souhaite. Ça peut être intéressant. On va revenir en arrière et ici, la touche, évidemment, pour faire tourner l'écran. Voilà, je dois attendre qu'il ait fini sa petite manœuvre, ce qui n'est pas pour moi très très utile, mais c'est l'une des signatures de BYD. Je vous propose de partir direction, alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que on est à 28% de capacité de batterie et on va aller à Marseille. Bon, on va dire que ça va être un petit peu compliqué au niveau des recharges. Elles seront évidemment très nombreuses. Les données qui sont fournies par Google, vous l'avez peut-être aperçu. Alors la voiture cherche. Elle cherche et elle trouve. Elle me dit évidemment que la destination est hors de portée, 1023 km bien sûr. On peut donc planifier les recharges. Et alors qu'on est à 8h54 de temps de trajet sans aucune recharge, on passe à 15h53 une fois qu'on a ajouté la foule d'arrêts de recharge nécessaires pour atteindre Marseille avec cette voiture qui n'est évidemment pas une grande routière. Donc autant vous dire que pour partir en week-end, pas trop loin de chez vous, ça va aller. Vous aurez peut-être l'occasion de recharger une fois si nécessaire. Pour faire un très très long trajet et traverser la France depuis la Belgique, ça va être un petit peu compliqué. On peut les calculer. Le nombre d'arrêts de recharge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 arrêts de recharge pour arriver avec 10% de capacité de batterie à Marseille. Alors elle le fait bien, hein. Franchement ici on voit exactement combien de temps on va rester sur place, 20 minutes de temps de recharge à Jean-Blou sur une station Q8 électrique pour passer de 23 à 51%, Circle K ensuite un chargeur Tesla à Arlon, etc., etc. Donc voilà, tout est super bien indiqué, on a un bon planificateur d'itinéraire, mais c'est pas avec cette voiture que vous allez traverser l'Europe, évidemment. On va donc revenir en arrière et plus sagement passer à la suite. La caméra 360 qu'on avait tout à l'heure, l'imagerie du véhicule, et là la surprise, elle est vraiment très très bonne. On a une très très belle qualité d'image, une définition qui est vraiment excellente, et on a, vous le voyez, le petit plus, eh bien c'est la vue par transparence. Autrement dit, franchement, cette voiture, regardez les angles morts, il y a quasiment aucun angle mort autour de cette voiture. Comment se fait-il que c'est possible sur une voiture à 25 000 € et pas sur une voiture bien plus chère chez d'autres constructeurs qui proposent encore des zones grisées très importantes tout autour de la voiture, ce qui rend le 360 degrés un petit peu moins utile. Alors, dans la série des pas très utiles, on a également la vue ici, franchement, qui est très convaincante également. C'est juste pas la bonne couleur, c'est dommage, mais vue très convaincante ici aussi, même si ça sert sans doute un petit peu moins. Ce qui peut être très utile, c'est cette vue, par exemple, c'est-à-dire bordure gauche-droite, ça c'est vraiment très bien. Sinon, on a des vues avant et arrière, plus ou moins élargies, ou bien les vues de chaque côté. Voilà, franchement, bravo BYD. Cette caméra 360, elle est d'une vraie utilité parce que l'image proposée, elle est excellente et donc uniquement, malheureusement, sur la finition haut de gamme. Et on va maintenant se diriger sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine à son volant. Pour démarrer, bravo BYD, vous pouvez demander à la voiture de se mettre sous tension simplement en mettant le pied sur le frein, comme dans pas mal d'autres voitures 100% électriques. C'est une case à cocher, simplement dans les menus. Plus besoin dans ce cas-là d'appuyer sur le bouton de démarrage, pourtant bien présent ici sur le tableau de bord. Idem d'ailleurs pour le fait de couper le contact, qui peut aussi être géré par la voiture sans appuyer sur le bouton Start-Stop. Alors trouver sa position de conduite idéale est plutôt évident, même quand on mesure comme moi 1m90, 1m90, il y a largement plus de place en largeur que dans une Dacia Spring par exemple, dans laquelle je touche le montant avec l'épaule, ce qui n'est pas très agréable. Les quelques commandes physiques regroupées sous l'écran sont finalement accessibles très facilement, tout comme les commandes sur le volant et la portière. Et puis on l'a dit, la présentation intérieure elle est plutôt valorisante. Bref, la première impression, elle est vraiment bonne. Les sièges en simili-cuir micro-perforés, en plus d'être plutôt jolis, ils ont la particularité de bien maintenir latéralement. On peut donc adopter une conduite un peu plus dynamique sans risquer de se retrouver assis sur la console centrale. Ils sont à réglage électrique, conducteur et passager sur les deux finitions supérieures. Ce sera des réglages manuels en revanche en entrée de gamme active. Les deux sièges avant sont également chauffants, mais uniquement sur la finition supérieure confort. Seul bémol, ceux qui aiment régler précisément la position de l'appui-tête ne pourront pas le faire, puisque vous le voyez, ils sont intégrés au siège monobloc. Un mot concernant les rétroviseurs extérieurs, ils sont chauffants sur toutes les finitions, c'est pas mal. C'est l'un des gros plus de cette voiture, le nombre d'aides à la conduite proposées de série, beaucoup d'ailleurs dès la finition d'entrée de gamme active, comme par exemple les capteurs de parking arrière, le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien au centre de la voie de circulation, ou encore la caméra arrière qui se transforme en une très bonne caméra 360, on l'a vu, sur la finition supérieure. Alors c'est bien d'avoir beaucoup d'aides à la conduite de série, mais comme je le dis régulièrement, est-ce que ça fonctionne correctement? Eh bien oui, en plus d'être nombreuses, eh bien ces aides elles fonctionnent globalement plutôt bien. Par contre, deux bémols. Le premier va concerner le maintien au centre de la voie de circulation, dont les réactions sont bonnes, mais pourraient être un petit peu plus douces. Mais peut-on demander à une voiture à 20 000 € à peine en entrée de gamme la même finesse de réaction que dans une BMW? L'une des références en la matière, sans doute pas, mais il y a moyen sans doute peut-être de mettre un petit coup de vis supplémentaire dans les réglages, puisqu'on arrive à faire une très très bonne caméra 360 dans cette voiture. On peut sans doute affiner encore les réglages du centrage sur la voie de circulation. Alors le deuxième bémol, c'est l'attention du conducteur, c'est beaucoup trop intrusif, beaucoup trop intrusif. Vous regardez le menu de l'écran instrument et vous n'avez même pas l'occasion de naviguer dans ce menu, que le menu est recouvert par un message d'alerte, voilà, message d'attention, c'est ridicule. Et quand on n'a pas envie de certains systèmes qu'on nous impose, eh bien comment faire? Là aussi c'est plutôt intuitif, vous les placez dans les raccourcis du menu qui vient du haut, juste ici, et vous pouvez très facilement les couper en rafale. Alors ça ne vaut pas le menu My Safety Perso de Renault et Dacia, mais on va dire que c'est acceptable d'un point de vue de l'ergonomie. Petit hic pour l'alerte d'attention du conducteur, pas de raccourci dans le menu qui vient du haut malheureusement, là il faut passer par les menus. Cela dit, l'alerte
elle est pas très audible, ce qui est valable pour toutes dans cette voiture. Donc ça ne m'a pas vraiment gêné cette semaine. La plupart du temps d'ailleurs, j'ai laissé l'alerte d'attention active. C'est le cas là maintenant. Ça sonne de temps en temps, mais franchement, on l'entend pas trop. Cette Dolphin Surf, du point de vue de son comportement, elle est plutôt bien posée sur ses 4 roues, c'est stable, avec une bonne tenue de route, les réactions sont prévisibles. En bonne traction, la motricité peut parfois faire un peu défaut sur des accélérations vraiment très franches, mais elle va jamais vous tendre de piège. C'est donc une bonne voiture pour la ville, mais également pour faire un peu de national, d'autoroute, où la conduite et plus globalement le fait de voyager à son bord, eh bien, ne va pas du tout être une punition. On l'a vu, seul le nombre de recharges intermédiaires sur un très long trajet pourrait à un moment donné avoir raison de vous et de votre patience. Bref, il y a de la place, ça roule bien, c'est bien équipé, c'est confortable, mais est-ce que c'est silencieux ? Évidemment, n'attendez pas d'une Dolphin Surf d'être aussi silencieuse qu'une berline allemande. Bien sûr, à basse vitesse, vous n'entendrez rien, les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont forcément absents, ce qui rend la conduite en ville encore plus agréable, bien plus qu'au volant d'une petite thermique qui va devoir donner de la voix pour proposer un tant soit peu de dynamisme. À plus haute vitesse, c'est plus sonore, pas vraiment les bruits de roulement qui restent bien maîtrisés, mais plutôt les bruits aérodynamiques, sans que ce ne soit non plus insupportable, toute proportion gardée, on est dans une moyenne plutôt élevée, mais pas insupportable. Un mot concernant le système audio, un système à 4 haut-parleurs, 2 à gauche, 2 à droite, ici au-dessus et ici en dessous. Un système qui fait plus ou moins bien son travail. Par contre, les places arrière, vous l'aurez compris, sont privées de haut-parleurs. Dommage. La réception en radio numérique s'est montrée un petit peu capricieuse cette semaine, ayant un peu de mal à switcher vers une fréquence alternative par exemple. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne pas trop mal pour une voiture proposée à ce niveau de prix. 9,90 m, 9,90 m, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette Dolphin Surf et moi cette semaine je l'ai trouvé très maniable et quand on ajoute le système de caméra à 360 degrés avec sa définition qui pourrait donner des leçons à pas mal de concurrentes bien plus chères, eh bien on obtient un tout très convaincant. C'est une voiture qui est parfaite pour la ville, pour affronter les parkings également et la vue simulée par transparence, on l'a vu, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Franchement pour moi qui dois reculer sur une place de parking faite de 2 bandes de dalles engazonnées, avec cette voiture, c'est fait les doigts dans le nez, façon de parler. 2 niveaux de récupération d'énergie sont proposés au lever de pied de l'accélérateur, des niveaux entre lesquels vous ne pourrez pas basculer facilement, faute de palette derrière le volant ou d'un bouton facilement accessible sur la planche de bord. Vous choisirez donc votre niveau de récupération faible ou plus élevé, une bonne fois pour toutes, dans les menus. Et je dis bien faible et plus élevé et pas faible et fort, parce que malheureusement le mode de récupération le plus élevé ne propose pas un ralentissement qui tend vers la conduite à une pédale. Il faudra donc, comme là maintenant, utiliser la pédale de frein pour obtenir l'arrêt complet ou un ralentissement suffisant. Pédale de frein avec un toucher relativement intuitif, un freinage puissant, même si j'aurais apprécié davantage de mordant en début de course, mais c'est vraiment pour chipoter, parce que l'ensemble est plutôt cohérent. Les phares, ils sont à technologie LED sur la finition supérieure, mais halogène sur les 2 premiers niveaux de finition. Sur toutes les finitions, en revanche, ils sont non seulement à allumage automatique, mais également à basculement automatique feu de route, feu de croisement, et le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est très bien. Le tout fonctionne bien, d'ailleurs, avec juste un petit bémol sur le fait qu'il pourrait passer plus vite des feux de croisement au feu de route quand la voie est libre. Heureusement, l'inverse, donc revenir en feu de croisement dès qu'il y a quelqu'un devant ou en face, ça, la voiture le fait sans délai. Pas d'appel de phare réprobateur à signaler cette semaine, c'est top. L'autonomie théorique de cette voiture, jusqu'à 310 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 7 et 18 degrés au thermomètre. Alors sur l'ensemble du test, l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total près de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute, en ce qui me concerne, je vous le rappelle. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 16,5 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser 250 km environ sur une recharge à 100% dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, rapporté aux 310 théoriques annoncés pour cette version, et en tenant compte du fait que la majorité de mes parcours se font sur autoroute, c'est plutôt un bon résultat. En évitant les voies rapides, vous pourrez monter jusqu'à près de 300 km réels sur une seule charge, alors que strictement sur autoroute, ce sera plutôt en dessous de 200 en tout cas, je dirais entre 180 et 200 maximum.
Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette BYD Dolphin Surf en Belgique, en France et en Suisse. Je vous mets les prix évidemment ici au bas de l'écran. Alors cette voiture d'essai est une finition supérieure en Belgique, finition confort, prix de départ 24 990 €, 24 990 €. Concernant les options, c'est très simple, il n'y en a pas puisque cette voiture ici est proposée en lime green qui est la couleur par défaut. Si vous voulez du noir, si vous voulez du blanc ou si vous voulez du bleu, eh bien ce sera 650 € en Belgique comme en France. Je n'ai pas le prix pour la Suisse. Allez voir sur le site internet. Et puis en Belgique, il y a tout de même ces fichus frais de livraison de 990 €, 990 € auxquels vous n'échapperez pas ou pas entièrement, puisqu'en ce moment, il y a aussi une réduction en Belgique de 750 €. C'est déjà ça de prix. Alors prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 25 980 € ou 25 230 € en tenant compte de la réduction. Surfez sur le site internet de BYD qui correspond à votre pays, configurez votre BYD Dolphin Surf idéal, ça va prendre juste 2 minutes et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et pour les particuliers. Alors pour les entreprises, il y a en plus la déductibilité, c'est un avantage supplémentaire. Deux avantages par contre, tant pour les entreprises que les particuliers, c'est d'une part la formule tout inclus, une formule de leasing, ça veut dire que tout est inclus, à savoir la mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes, ces frais qui, dans certains cas, certains mois vont faire exploser votre budget voiture parce qu'il faut payer une taxe, mettre la voiture à l'entretien ou encore remplacer les pneus par exemple. Tout ça est compris dans la formule de leasing. Ça veut dire que tous les mois, vous payez un peu plus par rapport à un simple remboursement de crédit, mais vous lissez l'ensemble des frais sur la totalité de la durée de votre formule de leasing, 3 ans, 4 ans ou 5 ans par exemple. Et il n'y a pas des mois où votre budget voiture va exploser. Tout est compris. Ça veut dire qu'au quotidien, c'est une grande facilité de gestion. Et puis deuxième avantage, tant pour les entreprises que pour les particuliers, c'est la valeur résiduelle. Combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans à la fin du leasing? Personne n'est capable de le dire dans le contexte de transformation technologique que nous connaissons aujourd'hui. Et bien justement, dans le cadre de la formule de leasing, ce n'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture à la fin du leasing, c'est la société de leasing. Pour au moins ces deux bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, prenez contact avec Arval, demandez une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre et évaluez les choses. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent, des voitures d'occasion, des véhicules neufs également, des véhicules récents et puis de plus en plus de voitures 100% électriques. Il y en a des milliers disponibles actuellement à des conditions très très intéressantes. Vraiment, c'est un conseil. Si vous avez besoin d'une voiture tout de suite, d'une voiture électrique, allez sur Autoscout24, il y a vraiment de très très belles affaires à faire. Sur Autoscout24, vous pouvez également faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez en retour une offre de reprise. Toujours sur le site internet, vous allez pouvoir visiter une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge, histoire de vous familiariser avec la voiture électrique. Si vous passez à la voiture électrique là en ce moment et que vous voulez découvrir ces différents aspects, et puis Autoscout24, c'est également au creux de votre main sur votre smartphone avec l'application Autoscout24 qui est entièrement gratuite, qui va vous permettre au creux de la main, dans votre poche, très facilement, d'effectuer des recherches, de rechercher votre prochaine voiture aussi facilement et avec la même puissance de recherche que via le site internet. L'application qui est gratuite, disponible sur l'App Store si vous avez un téléphone Apple, sur le Play Store si vous avez un téléphone Google. Vous voulez visiter le site internet d'Autoscout24, rendez-vous sur autoscout24.be, ça c'est pour la Belgique, autoscout24.fr, c'est pour la France. Oui, en conclusion, on peut le dire, ce grand essai d'une semaine de cette BYD Dolphin Surf a bien confirmé globalement la très bonne impression que j'avais eue au moment d'en prendre le volant pour la première fois il y a quelques mois. C'est une voiture globalement cohérente avec beaucoup d'équipements de série et des équipements qui, dans leur ensemble, et même si tout n'est pas parfait, évidemment fonctionnent bien. Une voiture spacieuse, confortable également dans cette catégorie des citadines électriques accessibles. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Reste que sur sa route, la Dolphin Surf trouvera toujours les versions d'entrée de gamme de la Renault 5 et du Hyundai Inster qui eux aussi ne manquent pas de sérieux arguments. La bataille reste donc féroce au profit des automobilistes. À vous d'essayer les modèles qui vous font de l'œil, à vous de vous faire votre propre opinion et au final de décider.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc un double essai la semaine prochaine. D'une part, il y aura la Mercedes CLA en version 250+, et d'autre part, le Mobilize Duo, à savoir le successeur du Renault Twizy. Durant les prochaines semaines, on ira tout d'abord chez Xpeng à la rencontre des G6 et G9 version 2026, version restylée et améliorée de ces deux SUV signés Xpeng. Chez MG, le MG S5 EV, un SUV plutôt abordable, plutôt accessible au prix mesuré. Mais faut-il faire pour cela des concessions? Eh bien, j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Chez Mazda, une voiture que vous me réclamez depuis des semaines maintenant. Ça y est, j'en prendrai le volant dans les prochaines semaines. Il s'agit de la Mazda 6e berline 100% électrique. Mais est-ce qu'elle est 100% Mazda? Eh bien, vous le saurez dans quelques semaines. Firefly, c'est la marque accessible de NIO. Firefly qui débarque entre autres en Belgique avec cette voiture. Que vaut-elle au quotidien? C'est l'occasion de la découvrir, hein. Firefly, une marque qu'on ne connaît pas évidemment en Europe. Eh bien, on fera connaissance et je ferai les présentations. Chez Nissan, la Nissan Micra, alors la base là, elle est connue, il s'agit évidemment de la Renault 5. Est-ce que la Nissan Micra parvient à avoir sa propre personnalité, notamment sur la route, hein, pas que esthétiquement parlant? Eh bien, là aussi, j'en prendrai le volant. Et puis, on retournera chez Kia avec d'une part le Kia EV5, un SUV qui vient s'intégrer dans la gamme entre le EV3 et le gros EV9. Et puis toujours chez Kia, le PV5, un transporteur, un van, qui peut être également en version utilitaire, que j'essaierai évidemment en version passager. Et on terminera chez Volvo avant la fin de cette année avec la Volvo ES90, ES90, une berline là aussi 100% électrique, une berline séduisante que j'avais eu l'occasion de vous présenter également lors de sa présentation internationale il y a quelques mois maintenant. Et bien là, j'en prendrai le volant pendant une semaine. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc dans quelques jours avec ce double essai Mercedes CLA et Mobilize Duo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez l'occasion sur vos réseaux, histoire de faire grandir la chaîne. Pour faire grandir la chaîne, un petit pouce sur cette vidéo, c'est déjà très bien également. Merci de votre fidélité et à bientôt.